la remise des prix des CMSD Awards, voilà, dont la délibération s'est faite cet après-midi. Donc, en introduction de cette petite rapide keynote de clôture, je tiens une nouvelle fois à remercier nos différents sponsors. Un sponsor au niveau Platinum, voilà, Gold, Argent et Bronze, ainsi que nos partenaires presse. Et donc voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec les CMSD Awards. Donc, comme l'année dernière, on a récompensé 3 catégories d'innovation: l'innovation technique, l'innovation front office et l'innovation back office. Le jury était composé de représentants de différentes entités, donc et sociétés, donc Action contre la faim, la NCM, la Croix-Rouge, Mazars, et puis également nos co-organisateurs, Cybercité, Meanings et Smart Focus, ainsi que moi-même pour animer le jury. Donc on a eu droit à 9 présentations Pecha-Kucha, un jury qui a récompensé l'innovation. Et donc là, on va vous indiquer donc les 3 gagnants qui referont la présentation Pecha-Kucha devant vous. Et donc, je vais appeler Meanings tout de suite là, pour remettre le prix de l'innovation technique. Merci. Alors, donc, les nominés sont toujours les nominés sont C-Blood, Togu et Wheezy Up, et le grand vainqueur est Togu. Voilà. Donc c'est vrai que donc on a délibéré un certain temps. Il y avait plusieurs courants, plusieurs débats. Le prix d'innovation technique n'était pas forcément le plus simple à remettre, parce que c'est vrai que il y avait une complexité technique qui est dure à retranscrire en 6 minutes 40, qui est le format d'une présentation Pecha-Kucha. Voilà. Je pense que les présentations dans les autres catégories étaient plus parlantes, mais voilà, c'est vrai que celle-là, c'est celle qui a retenu la majorité des votes. Voilà, je te laisse la parole. Donc, bonjour, je suis Alessandro Siragusa, le développeur de Togu. C'est un CMS WYSIWYG innovant. La slide, elle a pété, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais entre-temps. Et bon, en gros, je vous explique que c'est le scénario actuel des SMS. On a 2 types de SMS. Les SMS basés sur plein de formulaires, je ne sais pas, la WordPress, où on doit remplir tout un tas de données pour créer son propre contenu. C'est ce qu'il est caché en haut, et les SMS WYSIWYG. Donc la différence, c'est que pour les premiers SMS, on peut avoir beaucoup de puissance, on peut créer le contenu un peu comme on veut, mais pour pouvoir les paramétrer, configurer tout, c'est compliqué. Donc le contributeur, il prend très longtemps à apprendre comment il fonctionne et le paramétrer. Pour les SMS WYSIWYG, on a un problème dans la personnalisation des composants, parce qu'on peut faire des sites qui sont à peu près standards, mais on n'a pas une moyenne simple pour... ça prend très longtemps à créer des composants custom. Donc, Togu, c'est la réponse à cette problématique. C'est un CMS basé en HTML5. Bien évidemment, il a les supports pour desktop et mobile, de responsive design. Et il vise à créer une grande librairie de composants qu'on peut utiliser en production. Ces composants, ils peuvent être aussi étendus pour en créer des autres de manière simple. On va voir comment ça fonctionne. On peut créer avec des Togu des contenus de manière simple, avec l'édition WYSIWYG. Et bien évidemment, ça doit être simple à développer. Ici, on a toutes les features. On peut éditer les textes sur place, modifier les ressources
en drag and drop du type lien image et composants elles-mêmes, customiser l'aspect du site en temps réel, accès au contenu traduit en un clic, beaucoup plus. Je ne vais pas faire le listing de tout ça. Il se repose sur 3 technologies de base. Symfony, c'est la technologie c'est le framework qu'il a utilisé côté serveur pour gérer les contenus. Sencha et XJS, c'est le framework utilisé pour réaliser l'interface d'administration. Et jQuery, c'est utilisé pour créer les composants en front qui seront utilisés par les utilisateurs finaux. C'est une architecture MVC et comme AngularJS, il a un two-way data binding avec entre le modèle de données et la vue. Donc ça permet d'échanger les modèles et avoir une répercussion immédiate sur la vue des données. Mais à différence d'AngularJS, qu'il est limité par les SEO et il n'a pas une structure, un support avec les serveurs, Togu, il supporte ça nativement. On verra tout de suite comment ça fonctionne, tout ça. Les vues, comme AngularJS, elles sont reposées sur un langage moustache qu'il définit les paramètres en accolade et avec des directives automatiques. Et on a l'avantage qu'on n'a plus besoin d'utiliser les sélecteurs jQuery pour accéder aux éléments. Et les data binding et les événements, aussi le binding des événements, il est hyper simple. On verra tout de suite dans un exemple qu'il est plus parlant. Il utilise l'injection de dépendance des services dans les contrôleurs et, comme je disais, il est inspiré par Polymère Angular. Le back-end, il s'occupe que du traitement des données. Il est capable d'interpréter les langages de templates définis et avec les structures de données qu'on lui fournit, on est capable de faire le rendering de la même page web. Donc, à différence d'AngularJS, nativement, on est capable d'avoir un site compliant SEO. Donc, ça sera indexable de manière simple par Google. Et la seule chose qu'il fait pour le reste, c'est créer des services REST pour exposer toutes les fonctionnalités du site. Et il ne sait pas du tout comment il fonctionne les front-end, donc on n'aura pas à faire du développement back-end pour créer son propre site. Et en plus, il est simple à porter dans différents langages parce qu'il y a vraiment très peu de lignes de code. Il est simple, il traite que des données. Et donc, je prévois dans le futur de faire un porting en Node.js, probablement en .NET, Java et dans des autres technologies. Ça dépend de la requête de demande. Le workflow de développement, il part sur la création de templates, la définition des structures de données et l'écriture des contrôleurs, comme un développement classique qu'on connaît. Et on part sur un exemple de template. Comme on peut voir, on a un langage de type moustache et avec des attributs, on définit le type de template, le nom du template. On peut utiliser les valeurs du modèle dans l'attribut classe, href, etc. Et on peut binder avec l'attribut cmf_var, par exemple, la variable link, l'attribut A au contrôleur, de manière simple. Comme ça, on peut y accéder par 10.$.link. Je montrerai l'exemple du contrôleur qui gère cette vue. Les bindings des événements aussi, il est fait par CMF on MouseCenter. Et ici, on déclare un événement project.MouseCenter qui nous permettra de les référencer de manière hyper simple dans les contrôleurs ou dans les contrôleurs parents. Parce que ces événements, il faut aussi du bubbling.
l'exemple des structures de données qu'on utilise, c'est celui-là, Grid Project, qu'il a les champs IMG, texte, URL et over. Et on définit dedans les labels et c'est des paramètres soit pour la gestion de l'interface graphique d'administration, comme les labels par exemple, et les types de données, modèles, default value, etc. Et ici, l'exemple de contrôleur, on peut voir l'héritage des classes d'un composant de base, l'injection de dépendances, les listen qui sert à rattraper les événements qu'on avait déclenchés et on les bind à une fonction de notre contrôleur. Et ici, sur le mouse center, on fait data.set de over et ça set directement la fonctionnalité. Donc, il rajoute la classe over au modèle. Et on peut faire un exemple de console.log, c'est juste un exemple, je l'ai fait comme ça, $.link, on accède à l'élément link sans utiliser le sélecteur. Et voilà. Ça, c'est un exemple de l'interface graphique. On a sur la gauche la liste des liens de toutes les pages qu'on a créées sur le site. Sur la droite, la liste des composants et leurs propriétés en bas. On peut voir qu'on peut effectuer un drag and drop directement des liens des pages directement sur les composants. Et ce composant-là, c'est celui-là qu'on avait défini dans l'exemple de code que j'avais défini tout à l'heure. Donc, il est capable de reconnaître quels sont les éléments de type link. Et quand on fait drag and drop, dropper directement cet élément sur les composants. Et on peut voir que sur le mouse over, sur la droite, on a surligné, on a mis en surveillance les éléments qu'on peut changer. Et ça, c'est quelque chose de natif, d'automatique. Donc, on sait à chaque position d'XY de la souris où quelle variable on peut changer. Et quand on n'a pas sélectionné un composant, on peut savoir quel est le composant qu'il est sous la souris. Ici, le même exemple avec l'explorateur d'image. On peut prendre une image et la dropper directement sur les composants et changera de manière instantanée. Et ici, on a l'éditeur de données brutes, on va dire, qu'ils sont présents dans la base de données. C'est un composant fait avec XTJS. Ça nous permet de voir toutes les données qu'on a rentrées, même de les rentrer à la main pour les utiliser après. Et si on veut faire une intégration de ces données en WYSIWYG, on peut prendre même une ligne de cet élément qui est sur la base de données, le dropper directement sur la page, et la page, elle changera les composants, il changera automatiquement parce qu'il sera substitué par les précédents, par les règles qu'on a définies dans le modèle de données. Et voilà, ça c'est... C'était un peu technique. Question. Alors, oui, moi j'ai vu une question passer sur Twitter. C'est quelque chose que tu avais dit un petit peu lors de la présentation et que je crois que ça pas que tu l'as redit là sur le type de licence. Et entre autres, je voyais quelqu'un qui me demandait sur Twitter où est-ce qu'on pouvait trouver, est-ce qu'il y avait un site pour présenter Togu. Donc, dernière page, contact, ça répond à la deuxième question. Et je vais distribuer les codes sources en GPL v3 de Togu d'ici à moi, le temps que j'aurai finalisé la première version de manière stable. Merci. Donc effectivement, voilà, c'était, on vous avait pas menti, hein, c'est une innovation technique. Et tu es tout seul à faire le projet en fait, c'est ça ? Pour l'instant, oui, je suis tout seul, mais une fois fini la première version, je vais commencer à créer toute la documentation, faire en sorte que je ne travaille pas tout seul parce que c'est vraiment du boulot. Merci. Voilà, donc maintenant, je vais demander à Cybercité de venir remettre l'innovation front office. Bonsoir. Alors, les nominés sont Novus OS,
Odoo CMS et Rubedo. Et le gagnant est Rubedo. Voilà, donc Rubedo qui avait déjà gagné le prix d'innovation technique l'année dernière. Ben, on est très fiers de remporter ce deuxième CMS Award. L'an dernier, c'était dans la catégorie innovation technique et là, on est passé dans la catégorie innovation front office. Preuve en est qu'on peut porter de l'innovation technique au service des utilisateurs. On a eu l'idée il y a 2 ans maintenant de... Je bouge, je mets au milieu, voilà. On a eu l'idée il y a 2 ans maintenant de porter sur des technologies, sur l'usage de CMS, des technologies Big Data. Et on était assez loin de penser, au départ, on pensait que c'était pour de la volumétrie, de la performance. Et puis on était assez loin de penser qu'on pouvait adresser à partir de Big Data des innovations qui vont aller jusqu'à l'utilisateur. On est très fiers de porter d'avoir cet award aujourd'hui. Et puis je profite de l'occasion pour remercier Smile et tous les organisateurs de ce bel événement qui permet de se rencontrer. Et pour remercier aussi toute l'équipe de Webtels, la petite équipe petite équipe française qui travaille à créer ce CMS depuis maintenant plus de 18 mois. Je passe la parole à Nicolas qui va vous présenter le Pechakucha. Bonsoir à tous. Donc je vous parlais de l'innovation Front Office 2014 de Rubedo. Donc Rubedo, c'est un CMS qui est encore jeune, puisque la première version est sortie en mars 2013. Et notre credo, c'est de mettre donc l'innovation au service des utilisateurs. Un petit rappel pour commencer, Rubedo, c'est une solution qui est nativement multisite. Donc on peut gérer à partir d'une même instance de Rubedo plusieurs sites, des sites événementiels, des sites institutionnels, qui vont partager le même référentiel de contenu et le même référentiel documentaire. Et puis depuis la version 2.2 qui va sortir dans quelques jours, on peut en plus gérer des sites e-commerce. L'innovation dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le content targeting. Le content targeting, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un site de se personnaliser en fonction de l'historique de navigation d'un utilisateur. Le point de départ de notre réflexion, c'était ça, c'était en fait se dire qu'on a chacun des goûts différents, chaque utilisateur est différent et chacun a des besoins et des recherches différentes sur Internet. Et malgré ces profils d'utilisateurs différents, pourtant l'objectif de tous les sites Internet, c'est le même, c'est de réussir à augmenter le trafic, réussir à satisfaire au maximum les utilisateurs et réussir à les fidéliser pour qu'ils reviennent sur les sites Internet. Alors il existe déjà des solutions externes de personnalisation, notamment le retargeting, donc l'affichage de publicité. On a également des solutions de recommandation, des solutions de personnalisation de mailing qui sont plutôt adaptées au e-commerce, très peu à la gestion de contenu et qui sont souvent très complexes et très coûteuses à mettre en place. Il y a certains CMS qui proposent également des offres payantes de segmentation. Alors la segmentation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui consiste à mettre en gros les utilisateurs dans différents groupes en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de leur profil, et essayer un peu de les segmenter. Alors ça a quand même ses limites, la segmentation. Moi déjà à titre individuel, en tant qu'utilisateur, j'ai pas forcément envie d'être mis dans une case, j'ai pas forcément envie d'être segmenté, d'être un mouton. Et puis pour les entreprises, c'est quand même une solution assez coûteuse parce que ça nécessite la présence d'une personne, d'une ressource dédiée à la segmentation, donc qui va analyser et segmenter les différents profils d'utilisateurs. Du coup, Rubedo a inventé les Magic Queries. Les Magic Queries, et du coup, ça en fait le premier CMS à adopter nativement de l'analyse comportementale. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est les Magic Queries. En fait, ça repose donc sur l'analyse de l'historique de navigation des utilisateurs. Il y a plusieurs étapes. La première étape, il s'agit de collecter toutes les informations de navigation des utilisateurs, ensuite de les agréger et de les analyser, pour enfin pouvoir personnaliser les sites et proposer des sites qui soient vraiment en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Alors pour les utilisateurs, bien sûr, les bénéfices sont évidents dès le départ. Ils vont avoir accès directement au contenu qu'ils recherchent. Ils vont même pouvoir accéder à des contenus qui ne sont pas forcément directement visibles dans l'arborescence, ce qui va forcément augmenter leur satisfaction et enrichir par la même occasion l'expérience utilisateur. Alors un premier exemple, un utilisateur qui se rend régulièrement sur un site de news et qui consulte des news liées à l'économie,
eh bien, on peut très bien imaginer, grâce à l'analyse comportementale et aux Magic Queries, que quand il revient sur le site la prochaine fois, on lui mette en avant sur la page d'accueil les news directement liées à l'économie, à savoir vraiment les contenus qui l'intéressent. Pour les entreprises, les bénéfices sont aussi immédiats, puisqu'en proposant directement les bons contenus aux bonnes personnes, ils vont réussir à fidéliser les lecteurs, donc à augmenter leur satisfaction et à les faire revenir sur le site. Un autre exemple, un site qui propose par exemple en téléchargement payant des musiques un peu de tous les styles. Grâce aux Magic Queries à l'analyse comportementale, on va pouvoir proposer en priorité les musiques qui correspondent aux styles musicaux des différents visiteurs, leur mettre en avant les groupes qui sont susceptibles d'aimer et du coup les inciter à revenir sur un site qui trouve vraiment à leur image. Dans le cadre du e-business, c'est à peu près la même logique. L'idée, c'est de fidéliser les acheteurs, de les inciter à revenir en leur proposant systématiquement le bon produit au bon moment et du coup également d'augmenter leur panier moyen. Donc sur l'exemple d'un site e-commerce, par exemple un site de vente en ligne de bricolage, on peut imaginer une personne qui va surfer sur le blog de ce site, qui veut refaire sa salle de bain. Et sur le blog, on lui dit que le rose, c'est devenu un peu la couleur tendance du moment pour refaire la salle de bain. Et bien du coup, grâce aux Magic Queries, quand elle retournera sur la page d'accueil du site, on va lui proposer des promotions pour de la peinture de salle de bain rose. Dans le cadre du multisite, Rubedo va être capable d'agréger les données de navigation qui sont issues des différents sites. Grâce à l'offre Rubedo Cloud, qui est une offre SaaS pour de l'hébergement de sites sous Rubedo, on va pouvoir agréger les données de navigation et collecter les informations sur tous les sites qui sont hébergés sur Rubedo Cloud. Et on va mettre à disposition également un connecteur Rubedo Connect qui va permettre de se brancher également sur cette grosse source de données. Un dernier exemple, une personne qui est passionnée de tennis, qui va sur un site de news pour consulter les résultats de la Coupe Davis. Et bien, grâce aux Magic Queries à l'analyse comportementale, quand elle ira surfer sur un site de vente en ligne d'articles de sport, ben on pourra lui proposer en priorité des chaussures de tennis parce qu'on a repéré que c'était son centre d'intérêt privilégié. Alors les Magic Queries, effectivement, c'est magique, mais comment ça marche techniquement ? Ça repose sur le socle technique de Rubedo qui a été primé l'année dernière au CMSD Awards, qui repose donc sur une base de données MongoDB qui nous permet de stocker tout cet historique de navigation et sur le moteur de recherche Elasticsearch qui permet en temps réel d'afficher des contenus qui sont en rapport avec les préférences des utilisateurs. Donc les bénéfices sont triples, on maximise le retour sur investissement puisque le coût d'intégration de cette solution qui est native dans Rubedo est vraiment minime. On va également augmenter l'adoption des utilisateurs et on va enfin enrichir l'expérience utilisateur. Voilà pour cette présentation des Magic Queries qui entendent transformer l'expérience digitale des utilisateurs et proposer enfin une solution de content targeting directement intégrée à un CMS. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Et je vais appeler Thierry de Smart Focus pour remettre ce prix. Bonsoir. Donc, dans la catégorie back-office, les nominés sont Ametis, Magnolia CMS et Typo3 Neos. Et le gagnant est Magnolia CMS. Bravo. Merci à tout le monde. Je tenais à remercier mes collègues qui sont venus aujourd'hui, Isa et Greg. Greg malheureusement doit attendre au stand. Et aussi voilà, toute l'équipe de Magnolia qui est derrière le produit depuis 10 ans. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc merci. Oui, je vais voir si je l'ai. On va attendre quelques minutes. Pour vous faire patienter, en attendant, je vais vous faire un petit bilan de l'édition 2014. Donc en quelques chiffres, rapidement. Donc on a eu plus de 6000 connexions sur le streaming, plus de 400 tweets, mais là vu que ça a pas mal tweeté, ça va être encore au-dessus. Et on a eu plus de 800 mails échangés pour la préparation.
Et surtout, alors bon, je ne reviendrai pas, je remercie encore les co-organisateurs, hein, Cybercité, Smart Focus et Meanings, mais surtout, je remercie encore notre duo dynamique, Leslie et Jennifer, qui ont fait toute l'organisation logistique, enfin le gros travail de l'organisation logistique de l'événement. Donc voilà, je laisse la parole à Magnolia. Et en plus, là, c'est vraiment chronométré au format Pechakucha. Les autres ont un peu triché là, pour cette dernière session de keynote, mais là, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie présentation Pechakucha avec pas plus de 20 secondes par slide. Bon courage. Ouais, bon, je vous promets rien, je suis fatigué, mais bon, on va essayer. Donc, c'est parti. Donc, depuis le tout début, le leitmotiv des fondateurs de Magnolia CMS est porté sur la facilité d'utilisation. Comme vous le dites en allemand, einfach, schnell, schön, ça veut dire simple, clair et intuitif. Un autre mot un peu plus loin dans le coin là-bas, flexibel, ça veut dire flexibilité, enfin je crois. Bref, ça c'est le cœur du système. Un constat, commençons par la simplicité. Pendant la phase de recherche sur la nouvelle interface, nous avons étudié de nombreux systèmes de gestion de contenu et un constat était clair, c'est que beaucoup d'interfaces étaient trop complexes, avec plein d'actions trop compliquées pour les utilisateurs. Voilà, donc c'était notre challenge, était de fournir une interface simple. En 2010, Magnolia a décidé d'entreprendre sa révolution dans son design et dans son usage. Donc ici, vous pouvez voir des mock-ups. On a une équipe composée de designers et d'experts en ergonomie qui ont fait plus de 1000 maquettes. Le processus a duré 2 ans et voilà. Donc Magnolia 5 doit fournir une nouvelle interface. Vous voyez ça, au même moment, en 2010, un mouvement prenait de l'ampleur. Ce mouvement allait changer les usages et les pratiques de nombreux utilisateurs. Je parle des applications. Simple d'utilisation, fournissant un accès rapide pour la lecture et la publication. Les applications envahir nos smartphones, elles sont simples à utiliser, simples à comprendre. Conscient d'une révolution est en marche, Magnolia décida d'accentuer sa mue en produisant une nouvelle interface inspirée des téléphones mobiles comme iPhone ou Android. Magnolia voulait révolutionner le monde du CMS. À la maison, vos applications sont faciles à utiliser. Pourquoi cela serait-il difficile dans le monde professionnel ? Magnolia 5 a juste 1 an. Magnolia 5 a vu le jour avec une interface conçue pour fonctionner sur des tablettes comme l'iPad ici. Vous pouvez maintenant travailler de n'importe où. Que vous soyez chez vous, au CMS Day, dans un avion, au bureau, en déplacement, derrière votre ordinateur ou depuis votre iPad. Créer du contenu simplement avec Magnolia CMS. Les Trinity Icons, c'est la base de la nouvelle interface. Elles sont plus que des icônes, elles fournissent l'interaction principale entre le système et l'utilisateur. Elles sont à l'image du bouton Home de l'iPhone. Les Trinity Icons permettent de passer d'une zone de travail à une autre. Commençons par celle de droite, l'icône favorite. Elle vous permet d'accéder rapidement à vos actions les plus souvent utilisées. Vous modifiez une page en particulier, créez un favori. Vous changez tous les jours des produits en particulier, créez un favori. Avec favori, vous avez un accès immédiat à vos tâches quotidiennes. Passons à la seconde. Pulse centralise toutes les informations, notifications ou autres alertes. Par exemple, lorsque une personne crée une page, je crée une page, je la publie, ça va envoyer une notification à la personne qui est dans le groupe des publicateurs. Il va recevoir une notification en temps réel. La dernière, les apps, donc c'est la principale. Donc, elle offre une vue sur toutes les Magnolia applications dont l'utilisateur a accès. En fonction de vos droits, vous avez plus ou moins accès à des applications. Vous cliquez avec la souris ou avec votre doigt et l'application s'ouvre en plein écran. Et oui, elle s'ouvre en plein écran. Et voilà. Donc, elle s'est ouverte en plein écran comme sur un smartphone. Vous pouvez travailler sur une tâche ou un ensemble de données, comme par exemple les pages de votre site, les images, les produits que vous avez en vente. Chaque utilisateur se concentre sur son travail en utilisant là ou les applications dont il a besoin. Donc, par défaut, Magnolia vient avec un ensemble d'applications. Ici, vous voyez l'application pour créer des images, enfin la GED, ou le DAM en anglais. On peut faire du cropping, resize, tout ça. Il y a d'autres applications pour administrer les users. Bref, il y a plein d'applications et de nombreuses sont à venir. Ouvert, voilà, le premier volet, la simplicité. Maintenant, on a vu que Magnolia était une interface simple pour les utilisateurs, fonctionnant sur tablette ou sur ordinateur.
Ouvrons maintenant le second volet, l'extension et l'intégration. Nous allons voir que les Magnolia App sont bien plus qu'un simple menu dans l'interface. Mais d'abord, un peu de philosophie. Magnolia, c'est un truc vert au milieu de votre système. Les technologies du web sont en constante évolution. La flexibilité est la clé pour rester compétitif. Nous voyons Magnolia comme le cœur de votre présence digitale. Nous nous efforçons de produire un CMS robuste avec une architecture ouverte qui permettra d'étendre facilement les fonctionnalités. Nous appelons ça l'approche OpenSuite. Cette approche permet de construire votre ensemble d'outils et de services précisément adaptés à vos besoins. Vous devez capitaliser sur un CMS qui peut s'adapter aux changements. Ceci est la clé de notre approche OpenSuite. Une des principales innovations de Magnolia 5 contribuant à cette approche est le framework Magnolia App. Ce framework permet d'étendre de manière cohérente et structurée le back-end de Magnolia. Simplement par configuration et sans ligne de code, vous créez une nouvelle application. Pas besoin de hacker le système, Magnolia fournit les briques pour contrôler le back-end. Un premier type est le Content App. Elle permet de manipuler des données stockées dans Magnolia. Par exemple, ici, j'ai une application pour gérer ma collection de voitures. Simplement, par configuration, j'ai créé une nouvelle app qui me permettra de diffuser ce contenu vers mes différents canaux, comme mon site web ou mon site mobile. Mais maintenant, ces Content Apps, on peut aussi les libérer. Imaginons que ma collection est dans une base de données. Je n'ai pas envie forcément de tout réécrire, de tout réimporter dans Magnolia. Les Content Apps permettent aussi de réutiliser du contenu d'autres systèmes et de le diffuser à partir de Magnolia. De manière plus générique, le Magnolia App Framework vous permet beaucoup de choses, comme étendre des applications, interagir avec le système ou intégrer d'autres systèmes comme des e-commerce. Notre stratégie est de se concentrer sur une architecture ouverte. Ah, j'ai encore du temps? C'est bizarre. Bon, bref. Là, c'est la fin. C'est la fin. Donc, retenez juste ces deux mots. Oubliez tout le reste, c'est fini. Simple et ouvert. Magnolia fournit une interface simple qui marche sur iPad et aussi une architecture ouverte qui va vous permettre d'étendre et d'intégrer tous les systèmes dans Magnolia. Voilà. Merci. On arrive au bout de cette très grande journée dédiée à l'open source, à la gestion de contenu et à l'application de ces outils pour la mise en œuvre de vos stratégies digitales. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore tous, visiteurs, partenaires, co-organisateurs, membres de l'équipe de Smile, pour cette très belle journée. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que nous. Et voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.